3 mai 1946, le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient se réunit pour la première fois. Il a été créé pour juger 28 des plus hauts dignitaires japonais accusés de crimes de guerre. À l'image du procès de Nuremberg, qui avait jugé les responsables de l'Allemagne nazie, celui de Tokyo se voulait un modèle du genre. Mais à la place, il se solda par un véritable gâchis. Le 15 août 1945, à midi précise, 73 millions de Japonais entendent pour la première fois de leur histoire la voix de leur Dieu. Ce qu'ils ressentent à ce moment-là est pratiquement indescriptible. Toute leur vie, on leur a répété qu'ils appartenaient à une race supérieure, choisie pour être les maîtres de l'Asie. Toutes ces années, unis dans cette croyance, ils ont consenti à des sacrifices quotidiens. Ils ont travaillé sans relâche pour faire de leur mère patrie une puissance militaire invincible. Toutes ces années, ils ont combattu pour ce qu'ils croyaient être une guerre noble, qui ouvrait les portes d'un avenir radieux et paisible, non seulement pour le Japon, mais aussi pour l'Asie tout entière. Elle était devenue pour eux une guerre sainte, menée au nom d'un dieu vivant, l'empereur Hirohito, le descendant direct de la déesse Amaterasu. Et voilà que pour la première fois, leur divin maître daigne s'adresser à eux, ces humbles sujets. Submergés par l'émotion d'entendre ainsi parler leur Dieu, certains pleurent. Ce qu'il leur annonce était inconcevable il y a quelques jours encore. Leur sacrifice a été vain. La guerre est perdue. Il faut se rendre. En quelques heures, 7 millions de soldats lui obéissent et déposent les armes. Dans les 15 jours qui suivent, plus d'1 millier de fidèles sujets de l'empereur choisissent de se suicider. Dans le même temps, plutôt que de se donner la mort, des centaines de milliers de fonctionnaires et de militaires s'activent à détruire les pièces qui pourraient les incriminer ou incriminer leur chef. Durant 2 semaines, dans tout le pays, de grands feux brûlent jour et nuit. Les instructions de Tokyo, classées top secrètes, sont claires. Tous les documents doivent être détruits au plus vite. Ne laissez rien traîner. Vérifiez qu'aucun papier n'est resté coincé au fond d'un tiroir, sous un meuble ou derrière des étagères. Tout est ainsi soigneusement et méthodiquement brûlé. Rien n'est épargné, pas même le plus sacré des symboles, celui que chaque sujet se devait de sauver avant tout autre bien des bâtiments en flammes ou des bateaux en perdition, le portrait de l'empereur. Ce ne sont pas simplement des pièces compromettantes que brûle le Japon, c'est aussi son passé. « 15 jours après le discours d'Hirohito, une première vague de GIs débarque au Japon. Le lieutenant-commandant Ted DeBerry écrit « Il ne reste pratiquement rien. Les bombes incendiaires semblent avoir tout ravagé. » Mais plus que les ravages que leurs bombes ont causés, ce qui surprend le plus les soldats américains, ce sont les Japonais eux-mêmes. Contrairement à ce qu'on leur avait dit pendant des années, ils ne découvrent pas une population frustre et assoiffée de sang. Non, ils découvrent des gens comme eux. Tout ce que les Japonais avaient appris leur vie durant,
s'est évaporé avec le discours de l'empereur. Ce ne sont pas simplement leurs maisons et leurs biens qui ont disparu dans les ruines de la guerre. Ce sont aussi leurs valeurs, leurs principes, leurs traditions et leurs croyances. La vie telle qu'ils l'ont connue est révolue. Il n'y a plus d'avenir, plus de lendemain. Personne au Japon ne sait comment reprendre le cours de son existence. Seuls les Américains semblent avoir une vision du futur. Ils ont un plan que doit mettre en place le général 5 étoiles Douglas MacArthur. Le représentant des vainqueurs débarque dans l'archipel le 30 août 1945. Sa tâche s'annonce difficile. Il doit réorienter le Japon sur le plan social, politique et économique. The flag that ruled Japan was no longer the rising sun. And the supreme authority had passed from a Jap known as Hirohito to an American named MacArthur. MacArthur considère qu'il est investi d'une mission historique bien plus importante que celle d'être le nouveau maître du Japon. Il imagine une expérience grandiose et inédite, la démocratisation forcée d'un pays par un autre. Pour les vainqueurs comme pour les vaincus, c'est une aventure en terre inconnue. Mais MacArthur est plein d'optimisme. Pour commencer, le Japon est contraint de procéder à une démilitarisation totale. Il doit devenir un pays sans armes et sans armée. À coups de napalm, les chars américains détruisent les bases aériennes japonaises, y compris des dizaines d'avions tout juste livrés. Les usines d'armement sont reconverties en usines de production de casseroles et de poêles à frire. L'américanisation du Japon peut commencer. Mais pour pouvoir définitivement tourner la page des années de guerre et marcher vers un bel avenir démocratique, il faut d'abord s'occuper du passé. Le procès des dignitaires nippons est fixé à l'année suivante. Il est censé être rapide et sévère, et suivre dans sa forme le procès des 24 responsables nazis jugés à Nuremberg. Très vite, MacArthur reçoit l'ordre de réunir tous les suspects possibles. Cette demande était attendue et ne le surprend pas. En revanche, la période retenue le laisse perplexe. Les ordres sont formels. Arrêter toutes les personnes qui étaient au pouvoir entre 1931 et 1945. Jusqu'alors, pour le général américain, le but du procès de Tokyo était extrêmement simple. Trouver les responsables de Pearl Harbor et les pendre. Mais ces nouvelles consignes compliquent sérieusement la donne. Il faut désormais juger les responsables du pays sur une période de 14 ans. Traditionnellement, le gouvernement japonais opérait à l'abri des regards, derrière une sorte de paravent. Cela rend difficile de savoir qui tenait réellement les rênes. Sans compter le nombre de personnes concernées. Au cours de ces 14 années de guerre, pas moins de 16 gouvernements se sont succédés. 20 ministres des Affaires étrangères, 15 ministres des Finances, 15 premiers ministres, 12 ministres de la guerre et 9 ministres de la marine. Un seul homme est resté au sommet de l'État durant toute cette période, l'empereur. Mais pour diverses raisons, il a été décidé de ne pas l'incriminer, pour le moment. Mais alors, que faire? Qui blâmer? Contre toute attente, ce sont les élites japonaises elles-mêmes qui vont s'atteler à dresser des listes de suspects. Partout où les vainqueurs se rendent, c'est le même refrain. Laissez l'empereur en paix, il est innocent. Intéressez-vous plutôt au général Tojo et à son entourage. Hideki Tojo, le naguère tout-puissant Premier ministre et ministre de la guerre, devient soudain le bouc émissaire idéal. Au moment où les GIs encerclent sa villa pour l'arrêter, le seigneur de guerre tente de se suicider d'une balle dans la poitrine. At an American evacuation hospital in Japan, U.S. doctors attempt to save ill-famed Tojo with a transfusion of American blood. The volunteer is Sergeant John Akinall, who, like all of us, wants Tojo to live and stand trial.
The Jap is regarded as one of the arch criminals among Japan's warlords, but he'll live to answer. Pour MacArthur, les difficultés s'accumulent. Le 16 octobre 1945, l'état-major interarmé lui adresse un nouvel ordre. Trouver et rassembler immédiatement toutes les preuves de l'implication d'Hirohito dans la guerre. La question du sort à réserver à l'empereur est devenue un point d'achoppement entre les puissances alliées. Les Australiens et les Soviétiques en particulier aimeraient le voir dans le box des accusés. L'opinion publique américaine aussi. Juger de fidèles sujets et non de leur maître, cela n'a pas de sens. Selon un sondage de l'Institut Gallup, fait après la guerre, 70% des Américains aimeraient le voir exécuté, ou sinon lourdement condamné. Ils ne peuvent pas croire qu'Harry Truman, leur nouveau président, ait pu oublier Pearl Harbor. Ce que l'opinion publique ignore, c'est qu'un débat houleux agite Washington quant à l'avenir de l'empereur, jusqu'à ce début de l'année 1946, où le président Truman clôt le débat. À la source de cette décision, une série de messages top secrets signés MacArthur. Les investigations ont été menées et aucun lien n'a été établi entre l'empereur et les décisions politiques prises au cours de la dernière décennie. L'empereur est un symbole qui unit tous les Japonais. Sa mise en cause provoquera à coup sûr de violentes réactions au sein de la population dont il ne faudra pas sous-estimer les répercussions. Toutes les agences gouvernementales s'effondreront. Tout espoir d'introduire des méthodes démocratiques disparaîtra et une forme d'embrigadement viendra grossir les rangs communistes. La nation pourrait se désintégrer et un esprit de vengeance et de vendetta apparaître, dont le cycle pourrait bien durer des siècles. Pour résumer, toucher un cheveu de l'empereur reviendrait à ouvrir la porte au chaos, à la guerre civile et à la révolution communiste. Les câbles secrets de MacArthur terrifient Washington, qui change aussitôt son fusil d'épaule. Le général reçoit l'ordre de suspendre et d'empêcher toute mise en cause de l'empereur jusqu'à nouvel ordre. Malgré cela, une révolution s'amorce au Japon. Non pas une révolution d'en bas, mais une ouverture démocratique imposée d'en haut. Sur ordre de MacArthur, des milliers de prisonniers politiques, certains en prison depuis 18 ans, sont libérés. Très vite, des idées de gauche se répandent dans l'archipel. Les syndicats de travailleurs sont autorisés, le droit de grève aussi. Les femmes acquièrent le droit de vote et les premières élections libres du Parlement japonais sont organisées. Les manuels scolaires sont réécrits et les programmes entièrement revus. Peu à peu, le sentiment de honte et d'abattement qui avait suivi la défaite et la reddition s'évapore. Malgré des conditions de vie difficiles et le manque de nourriture, les Japonais reprennent goût au bonheur ordinaire. La chanson la plus populaire en ce début d'année 1946 parle de la beauté d'une simple pomme et de la joie qu'elle procure. Parallèlement, la culture pop américaine commence à jouer un rôle de plus en plus dominant. Les films, la mode, la littérature, les chansons et la danse sont partout. Et brusquement, chaque Japonais veut y prendre sa part. D'une façon générale, l'attitude des Japonais envers les vainqueurs se révèle plus chaleureuse que prévu. Très vite, les diables blancs deviennent de gentils libérateurs. Le regard que portent les Américains sur le Japon change lui aussi. Oubliez les samouraïs effrayants et assoiffés de sang. Désormais, ce sont des geishas exotiques qui symbolisent le pays du soleil levant.
une vision érotique du Japon soumis au désir de l'occupant. Times have certainly changed around Tokyo because G.I. Joe is getting serious about his occupation duties and right in front of the Emperor's palace, too. Sometimes it's called fraternization, but Joe looks upon it as research. En résumé, tout change, même l'empereur. Désormais, les autorités américaines affirment haut et fort que le chef suprême, le commandant en chef, l'incarnation d'un nationalisme jusqu'au-boutiste, n'avait rien à voir avec la politique agressive que le Japon a menée en son nom et sous son autorité durant près de 20 ans. D'innombrables efforts sont déployés pour créer une image nouvelle de l'empereur, celle d'un monarque pacifique, désinformé et impuissant, dupé par une clique de généraux malfaisants. For the first time, the entire Japanese imperial family consents to pose for newsreel cameramen at their villa in Cette campagne de relookage ne connaît aucune limite. L'empereur est paré de nouveaux habits, littéralement. On lui ordonne d'abandonner son célèbre uniforme de commandant en chef au profit d'un costume à l'occidental. Il lui est aussi sommé de cesser d'être une divinité, ce qu'il fait par son décret impérial du Nouvel An 1946. Officiellement, Hirohito devient un simple mortel. Enfin, en février 1946, le nouvel empereur, fraîchement aseptisé, démocratisé et désacralisé, entreprend pour la première fois une visite de son pays. Le souverain, que ses sujets n'avaient jamais vu autrement qu'en photographie ou aux actualités, apparaît soudain sous leurs yeux, avançant d'un pas mal assuré dans ses nouveaux habits et tentant maladroitement d'avoir l'air démocratique. Un journaliste américain abasourdi le décrit ainsi. C'est un homme de petite taille, menu, le menton fuyant et les épaules tombantes. Il manque à ce point de coordination qu'il semble toujours sur le point de trébucher. Sa tenue est négligée, ses souliers râpés. Il ne prononce que des inepties d'une voix aiguë. Tandis que l'empereur sillonne le pays, à Tokyo, on s'apprête à juger ses anciens ministres et généraux. Plus d'une centaine de ses fidèles sujets, soupçonnés de crimes de guerre, ont été réunis dans la prison la plus célèbre du pays, celle de Sugamo. Curieusement et contrairement au protocole habituel, ces détenus ont la permission de communiquer entre eux. Ils peuvent accorder leur futur témoignage afin de protéger leur souverain et éviter toute mention de sa responsabilité dans la conduite de la guerre. Le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, plus connu sous le nom de procès de Tokyo, ouvre ses portes dans l'ancien quartier général de l'armée japonaise, qui a été opportunément épargné par les bombardements massifs des Alliés. En comparaison avec Nuremberg, le procès de Tokyo ne compte pas 4, mais 11 juges. Au départ, bien que tous les pays ravagés par le Japon soient en Asie, un seul juge de ces pays siège parmi eux, le juge chinois. Après un petit scandale diplomatique, 2 autres représentants de cette partie du monde sont dépêchés à Tokyo. Un juge des Philippines, encore sous domination américaine, et un autre des Indes britanniques. Appelés à la dernière minute, ils n'ont pas le temps d'être à Tokyo pour le premier jour d'audience. Le 3 mai 1946, le procès s'ouvre en leur absence. Qui sont ces juges qui représentent 9 parmi les plus grandes nations du monde à l'époque? Le président du tribunal est un Australien, Sir William Webb. Les 8 autres juges sont le Britannique Lord Patrick, le Canadien Edward Stuart McDougall, le Chinois Mei-Ju Hao, le Français Henri Bernard, le Hollandais Bert Rolling, le Néo-Zélandais Avery Northcroft, le Major général soviétique Ivan Zarianov et enfin John Higgins, représentant les États-Unis. Dans le box, 28 accusés, des officiers généraux et des civils. Selon l'énorme dossier fourre-tout qui dénombre 55 chefs d'accusation, ce sont les véritables responsables des massacres de masse, des tortures et des autres atrocités barbares qui ont accompagné le conflit.
Tandis que les inculpés écoutent sombrement l'interminable acte d'accusation, l'un d'entre eux se met brusquement à se comporter bizarrement. Pratiquement inconnu à l'extérieur du Japon, Shumei Okawa est un génie maléfique, véritable think tank à lui tout seul. Ce brillant idéologue est un nationaliste extrémiste et l'une des personnalités les plus influentes du Japon des années 1930. Mais pour le moment, Okawa pleure, caresse doucement la main du soldat en faction derrière lui et commence même à retirer ses vêtements. Fort heureusement, il est stoppé net dans son élan. Et ce n'est pas encore le moment le plus saugrenu de cette journée. Après toutes ces extravagances, Okawa, qui est assis juste derrière le général Tojo, se met à prier un instant, puis se lève à demi et, dans un geste inattendu, frappe l'ancien Premier ministre sur la tête. La lecture du rapport psychiatrique américain est pour le moins amusante. Shumei Okawa affirme être l'incarnation de Jésus, Mahomet, Bouddha et Jéhovah, tous ces personnages à la fois. Plusieurs juges se montrent plus que sceptiques sur la réalité de ce brusque accès de folie, mais ils ne peuvent rien y faire. Dès le premier jour du procès, Okawa est emmené à l'extérieur de la salle d'audience. Il n'y retournera pas. 2 semaines après, le juge indien Radhabino Pal arrive enfin à Tokyo. Il a été choisi dans une telle précipitation que personne en Inde n'a pris la peine de vérifier son opinion sur le Japon avant de le nommer. Si tel avait été le cas, on aurait découvert que pour le juge Pal, le pays du soleil levant est une sorte de phare, une fière nation qui n'a jamais été colonisée. Ainsi, à l'insu du reste du monde, c'est un fervent admirateur du Japon qui se glisse parmi les juges. Avant même le début du procès, il est résolu à acquitter tous les accusés. L'acte d'accusation lu par le procureur général Joseph Barry Keenan commence le 4 juin 1946. The wars which they were planning and for which they were preparing and which they initiated and waged could result in nothing else than wholesale destruction of human lives. They were determined to destroy democracy and its essential basis, freedom and the respect of human personality. They were determined that the system of government of and by and for the people should be eradicated. And what they termed a new order established instead. À y regarder de plus près, cette déclaration est plutôt absurde. Keenan peut-il parler sérieusement de véritable démocratie, de liberté et de respect de la personne humaine aux Indes britanniques, aux Philippines américaines, aux Indes orientales néerlandaises ou en Indochine française avant que le Japon ne les envahisse? Non, pas vraiment. Toutes ces nations étaient alors des colonies occidentales et la démocratie n'y avait pas cours. En outre, tandis que le procureur général prononce ce discours passionné, l'armée néerlandaise a entamé la reconquête de l'Indonésie, leur ancienne colonie, qui a osé proclamer son indépendance à la fin de la guerre. À Tokyo, parmi les juges, personne ne semble y voir une contradiction, juste le rétablissement du statu quo d'avant la guerre. Le 13 juin 1946, le juge philippin, le colonel Delphine Jaramillo, rejoint enfin le rang des magistrats. Pour lui, ce procès revêt un caractère bien plus personnel que pour ses confrères. Tout simplement parce qu'il a lui-même passé une partie du conflit comme prisonnier de guerre des Japonais. Il a même participé à la tristement célèbre Marche de la mort de Bataan. Dans n'importe quel autre tribunal, ce manque d'impartialité aurait conduit à sa révocation immédiate. Qui accepterait qu'un magistrat juge ces personnes dont il a probablement été la victime? Les auditions ont commencé et l'accusation s'attelle à décrire les méandres déroutants de la politique japonaise à partir de 1928. L'exploration de 2 décennies de jeux politiques qui ont donné lieu à 16 gouvernements, au terme de tractations le plus souvent secrètes, apparaît une tâche impossible. Un peu à l'image du gagaku, cette ancienne danse impériale
à laquelle au milieu de leur premier été, les juges furent invités à assister. Dans le gagaku, chaque geste porte une signification dont les Japonais jugent et apprécient la qualité, mais qui reste un mystère pour les non-initiés. Les juges deviennent de plus en plus embrouillés. Higgins, le juge américain, est particulièrement inquiet. Il tente de prévenir ses confrères que le procès est en passe de tourner au fiasco ou même à la mascarade. Mais personne ne l'écoute. Excédé, il démissionne, déclarant qu'il ne veut pas ruiner sa carrière dans un procès qui risque de durer encore des années. Il est aussitôt remplacé par un militaire, le major général Myron Kramer. L'accusation passe bientôt en revue le volet chinois du procès. En 1931, le Japon occupait la Mandchourie, une région 3 fois plus grande que la France et comptant 30 millions d'habitants. 6 ans plus tard, le Japon entrait en guerre contre la Chine. C'est au son de la Valkyrie que les actualités japonaises rapportaient les victoires des troupes impériales sur le géant chinois. En décembre 1937, les troupes japonaises entraient dans Nankin, alors capitale de la République de Chine. La ville allait être le théâtre de l'un des plus abominables crimes de guerre du XXe siècle, resté dans les mémoires comme le sac de Nankin. Les récits des témoins sont plus terrifiants les uns que les autres. Le témoignage de John Gillespie Magee est particulièrement choquant. I was a missionary of the Episcopal Church at Nanking from 1912 to 1940. En secret, le révérend Magee a filmé les victimes des atrocités commises par les Japonais, du moins celles qui ont eu la chance de survivre et d'arriver à l'hôpital. Ces notes méticuleuses et ces images en 16 mm constituent un document historique glaçant. Cette jeune fille de 19 ans, enceinte, a reçu un coup de baïonnette lorsqu'elle a tenté de résister à son violeur. À son admission à l'hôpital, on découvre 29 plaies sur son corps. On ignore si elle a survécu. Ce garçonnet, de 7 ans, a reçu 5 coups de baïonnette dans l'abdomen. Il décède 3 jours après son admission. Cet homme a reçu 1 balle dans la mâchoire avant d'être plongé dans de l'essence et brûlé vif. Il meurt après 2 jours d'hospitalisation. Au cours du procès de Tokyo, les experts estiment que 200 à 300 000 hommes, femmes et enfants ont été massacrés durant les 6 semaines qu'aura duré le sac de Nankin par l'armée japonaise. S'y ajoutent environ 20 000 cas de viol, dont la majorité des victimes ont été mutilées avec une sauvagerie inouïe. Très vite, le procès aborde la formation de l'Axe. Les détails de l'alliance du Japon et de l'Allemagne sont révélés au moment même où tombe le jugement de Nuremberg, le 30 septembre 1946. Le procès des chefs nazis a duré 11 mois. Le verdict est révolutionnaire. Pour la première fois dans l'histoire, les dirigeants politiques et militaires d'une nation sont personnellement tenus responsables d'une guerre qu'ils ont provoquée. C'est une excellente nouvelle pour les juges de Tokyo. Ils disposent à présent d'une jurisprudence sur laquelle s'appuyer pour juger les accusés. Les déclarations sous serment se poursuivent, décrivant les atrocités toujours plus terribles commises par les troupes japonaises. One of whom was a 3-year-old girl. The 6 Japanese ate the flesh from some of the bodies of their victims during the 2-day period that they stayed at the house.
We were treated throughout the march by the Japanese very badly. We were beaten, the men were bayoneted, stabbed. And as the men were on fire, they were bayoneted or shot, clubbed, or stabbed. Jap soldiers were yelling as if they were enjoying their task. Pour les juges, il devient presque impossible de faire le lien entre les horreurs qu'ils entendent au tribunal et les Japonais parmi lesquels ils vivent depuis quelque temps. Des gens comme eux, éduqués et même sympathiques. Comment ce peuple a-t-il pu commettre, à peine un an plus tôt, ces actes horribles, inconcevables ? Pour la seconde fois depuis des années, Noël est célébré au Japon et après lui, le Nouvel An 1947. Le Japon continue de changer. Et le monde aussi. L'euphorie d'après-guerre se dissipe rapidement. Les alliés victorieux commencent à se diviser. Le monde glisse vers l'abîme de la guerre froide. L'Asie s'embrase à nouveau. La guerre menée par la France en Indochine s'intensifie. Le conflit fera près de 700 000 morts. La campagne néerlandaise en Indonésie, dont le bilan final s'établira à 200 000 victimes, bat son plein. En Chine, la guerre civile fait rage entre communistes et nationalistes. Les pertes se comptent par millions dans les deux camps. Début 1947, tout le monde est déjà fatigué d'un procès dont on ne voit pas la fin. En janvier, la parole est à la défense. En vérité, la plupart des juges ne s'intéressent pas vraiment à ce que les accusés ou leurs avocats ont à dire. Il y a autre chose en jeu. L'honorable Lord Patrick se fait l'écho des vues du Foreign Office. Un tribunal majoritairement occidental siège en Extrême-Orient pour juger des criminels de guerre japonais. S'il ne remplit pas sa tâche, la justice occidentale sera la risée de l'Extrême-Orient. Un an est bientôt passé, jour pour jour, depuis la première audience du procès de Tokyo. Symboliquement, ce jour-là, le 3 mai 1947, une nouvelle constitution japonaise entre en vigueur. Une toute nouvelle constitution, rédigée en sous-main par les Américains. Même le fascicule qui l'accompagne et qui en explique les détails à grand renfort de dessins coloriés faciles à comprendre ressemble à un comic book américain. Cette constitution est un curieux mélange de monarchisme, d'idéalisme démocratique et de pacifisme. En fait, le texte tout entier est basé sur un mémo en 3 points tenant sur une seule page dont l'auteur n'est autre que MacArthur. 1. L'empereur est le chef de l'État. Sa succession est dynastique. 2. Le droit souverain de la nation à faire la guerre est aboli. Les forces terrestres, navales et aériennes sont interdites à jamais. 3. Le système féodal prend fin. Au tribunal, les débats se concentrent à nouveau sur le point clé du procès pour les Américains, Pearl Harbor. Au lieu de se défendre, les loyaux sujets de l'empereur continuent à exonérer leur maître, en semant la confusion dans les dates, les lieux et les responsabilités. Une déclaration sous serment affirme même que l'empereur était si éloigné de la politique et de ses contingences qu'il n'a appris l'attaque de Pearl Harbor qu'après coup. Mais il est impossible de couvrir toutes les traces. La transcription d'une conférence impériale refait surface. Elle établit clairement que le 30 novembre 1941, soit 4 jours après le départ de la flotte japonaise pour Pearl Harbor, l'empereur s'est entretenu à ce sujet avec le Premier ministre Tojo. Webb pose alors une question simple et logique. Dois-je comprendre que l'empereur a ordonné de lancer l'attaque ? Dans le tribunal, c'est la stupeur. Ce n'était pas prévu dans le scénario. L'avocat William Logan se précipite pour défendre Hirohito, qui pourtant ne fait pas partie de ses clients. Logan. L'empereur suivait les directives d'un gouvernement constitutionnel. Webb. Si un cabinet conseille à un roi de commettre un crime et que le roi ordonne que le crime soit commis, il n'y a pas protection constitutionnelle.
Logan, mais si c'est le cabinet qui a conseillé à l'empereur Webb, je suppose que vous allez suggérer que dans ce cas, l'empereur ne peut pas être en tort selon la Constitution. Logan, oui, si le cabinet l'informe que la guerre est nécessaire pour préserver et protéger le pays, la légitime défense s'applique à n'importe quel crime. Il ne voulait pas faire la guerre. Il y a été contraint. Septembre 1947, c'est au tour des accusés de venir témoigner à la barre. Mais contre toute attente, ils ne font aucune révélation fracassante. Koichi Kido, lui-même, le conseiller personnel et confident de Hirohito, qui sait tout de l'implication totale de l'empereur dans le conflit, s'en tient à la ligne officielle. L'empereur n'avait rien à voir avec la guerre. Les militaristes sont les seuls responsables. Le cabinet a décidé d'entrer en guerre et l'empereur n'a eu d'autre choix que d'accepter. Le procureur Kinnan, qui s'est engagé auprès de MacArthur à ne pas mettre en cause l'empereur, mène lui-même le contre-interrogatoire de Kido. Il ne laisse rien au hasard et va jusqu'à lui souffler ses réponses pour disculper Hirohito. Short of it is that Japan was getting ready to make up its mind whether or not it was going to war with the United States and the Great Britain and the Netherlands. That was the purpose of that Imperial Conference in September, wasn't it? Yes. Now, did the Emperor of Japan have anything really have anything to do with that decision reached at the Imperial Conference that you just described? The emperor thought it was a very bad thing when I told him of this. No, what I'm asking you is this. Was that decision of that Imperial Conference really, in reality, the decision of the Emperor of Japan, or merely a formal acquiescence on his part to something that had been decided by others? In plain language, yes. So now you're telling us in your affidavit. Mais bientôt, Webb n'en peut plus de cette comédie. Il interrompt le procureur et lui demande de cesser de faire dire à l'accusé ce qu'il veut entendre. À ce stade, une chose paraît évidente à tous les participants du procès. Malgré tous les efforts des accusés, de certains avocats de la défense et de la plupart de ceux de l'accusation, l'image d'un empereur apolitique, pacifiste et passionné de biologie marine ne passe pas. Elle a quelque chose de trompeur. Webb ne peut cacher plus longtemps sa conviction que la place de l'empereur est dans le tribunal. Sinon comme accusé, du moins comme témoin. Mais il a les mains liées. Comme Kennan, il s'est engagé auprès du général MacArthur à laisser Hirohito en dehors du procès. Bientôt, un autre petit détail fait surface qui contredit la thèse d'un empereur pacifiste qui se serait violemment opposé à Pearl Harbor. Durant le contre-interrogatoire de Shigenori Togo, l'ancien ministre des Affaires étrangères, celui-ci révèle par mégarde qu'il a été convoqué d'urgence à une réunion avec l'empereur à 3 heures du matin, au palais impérial, le jour de l'attaque de Pearl Harbor. Cette nuit-là, Hirohito l'a reçu en grand uniforme d'officier de la marine. Difficile de concilier l'image d'un empereur fièrement vêtu de la sorte, le jour où son pays lance une guerre contre les États-Unis, avec celle d'un souverain épris de paix, accablé par les actions de militaristes incontrôlables. Le 26 décembre 1947 marque un tournant dans les débats. Ce jour-là, Tojo prend enfin la parole. L'intérêt pour le procès ressurgit alors. Dès l'aube, les Japonais se présentent en masse pour obtenir leur laissez-passer gratuit. Tous n'entreront pas, ils sont trop nombreux. Seule une partie des tribunes leur est accessible. Pourtant, il y a des places libres ailleurs, dans la section où se tiennent Madame MacArthur et son fils, par exemple. Eux aussi sont venus voir l'incarnation du mal. Selon l'accusation, c'est lui et lui seul qui a plongé le Japon dans la guerre. L'épouse et les enfants de Tojo sont également présents.
Avant le contre-interrogatoire, l'avocat de la défense, George Blewett, lit les 250 pages de la déclaration sous serment de Tojo. Il n'a jamais existé de soi-disant clique militariste. Une telle allégation est totalement fausse. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont adopté une politique d'étranglement du Japon pour le provoquer et le pousser dans cette guerre. Pour le Japon, c'était une guerre de légitime défense, il n'y avait pas d'alternative. Dans son témoignage sous serment, Tojo n'oublie pas son maître. L'empereur n'était pas libre de décider. Il n'a aucune responsabilité dans cette guerre. Pour ma part, non seulement je suis prêt, mais je désire sincèrement en assumer toute la responsabilité. Le procès de Tokyo est à la veille de son second nouvel an, et Tojo témoigne toujours. Tout le monde est épuisé. Rien d'étonnant après 20 mois d'audience. Tout le monde, y compris Tojo, soumis au feu ininterrompu des questions. Sa vigilance et son acuité habituelle se relâchent. Et lorsqu'on lui demande simplement si dans certains cas, les actes ou les conseils de Kido allaient à l'encontre des désirs de paix de l'empereur, il laisse échapper « Je n'ai pas connaissance de telle situation parce que cela n'est jamais arrivé. Je ne vois pas comment un sujet de l'empereur, même parmi les plus hautes autorités du pays, aurait pu contrarier la volonté de Sa Majesté. L'empereur a consenti à la guerre. Parmi nous, personne n'aurait osé agir contre sa volonté. » Un silence pesant s'abat sur la salle. C'est la première fois qu'un fait simple et assez évident est exprimé à haute voix. L'empereur avait l'autorité et le pouvoir. Cela signifie qu'il aurait pu mettre un terme à la guerre n'importe quand, et surtout décider de ne pas la déclencher. L'audience est levée rapidement, et pour une bonne raison. Après tout, c'est la veille du Nouvel An. Webb est ravi. La bourde de Tojo est un cadeau de Noël tardif et inattendu. Ce qu'il espérait depuis si longtemps s'est enfin produit. Il écrit le jour même à MacArthur pour lui demander la permission de faire comparaître l'empereur. Mais au lieu de lui répondre, MacArthur convoque Keenan. Le commandant suprême ordonne au procureur en chef de réparer les dégâts vite fait. Keenan s'active alors en coulisses. 3 intermédiaires japonais sont dépêchés auprès de Tojo pour le convaincre de revenir sur sa déclaration. Il lui indique comment le procureur lui en donnera l'occasion à la reprise de l'audience. Après cette introduction maladroite, Keenan se lance. « Je souhaite vous interroger sur votre position et celle de l'empereur du Japon sur la question de la guerre. Vous nous avez dit que l'empereur vous avait fait savoir à plusieurs reprises qu'il était pour la paix et ne voulait pas la guerre. C'est exact ?» Tojo acquiesce. « C'est vous qui avez fait la guerre contre les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, n'est-ce pas ?» Tojo acquiesce à nouveau. Puis Keenan en arrive enfin au fait. « Est-ce par la volonté de l'empereur Hirohito que vous êtes entré en guerre ?» Non, c'était peut-être contre sa volonté. L'empereur a consenti à la guerre avec réticence et seulement après avoir longtemps hésité. Son amour pour la paix n'a pas varié, même durant le conflit. Ses sentiments à cet égard sont clairement exprimés dans l'édit impérial de sa déclaration de guerre, qui contient ces mots « Cette guerre est inévitable et va à l'encontre de mes désirs. » Ce n'est ni très convaincant, ni la preuve irréfutable de l'innocence de Hirohito. Tojo aurait pu mieux faire, mais Keenan est satisfait. Webb, en revanche, s'entête. Au point qu'il est convoqué à son tour quelques jours plus tard par MacArthur. Le général n'y va pas par 4 chemins. Laissez tomber. L'empereur ne comparaîtra jamais, pas même comme témoin. Point final. Le 16 avril 1948 est un vendredi pluvieux. 2 ans après le début du procès de Tokyo, photographes et caméramans se bousculent dans le tribunal pour filmer et photographier les prévenus qui s'interrogent sur leur sort.
Tous les autres participants semblent respirer. L'épreuve touche à sa fin. Webb note dans sa correspondance privée « Les délibérations ne devraient durer qu'1 mois, comme à Nuremberg. » Mais Tokyo n'est pas Nuremberg. La salle d'audience va rester vide 7 mois, 7 longs mois durant lesquels les juges du tribunal international se querellent et se divisent à propos du verdict final. Été 1948. Il apparaît clairement que le Japon se remet rapidement des blessures de la guerre. Pas à pas, le pays change de visage. L'intérêt du public pour le procès décline. Les questions qui y sont traitées semblent de plus en plus éloignées des préoccupations de ce Japon nouveau, américanisé. Le 12 novembre 1948, le procès prend fin. Après 818 audiences, 419 témoignages, 779 déclarations sous serment, 4336 pièces à conviction, 2 ans, 6 mois et 15 jours après la première séance, le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient franchit la ligne d'arrivée. La lecture du verdict prend 5 jours. Pourtant, le résumé est simple. Depuis 1928, le Japon était aux mains d'une clique militaire qui a conspiré pour lancer une série de guerres d'agression. Entre 1931 et 1945, on a observé le même déferlement d'atrocités et de cruauté sur tous les théâtres d'opération. Une seule conclusion s'impose. Ces atrocités étaient soit ordonnées en secret, soit délibérément autorisées par le gouvernement et l'armée japonaise. Les accusés sont reconnus coupables des actes de l'État. Sans surprise, la question de la complicité de l'empereur est passée sous silence. In accordance with Article 15H of the Charter, the International Military Tribunal for the Far East will now pronounce the sentences on the accused convicted on this indictment. Un par un, les accusés sont conduits devant Webb qui leur lit la sentence qui va sceller leur sort. Accused Hironuma Kiichiro, the International Military Tribunal for the Far East sentences you to imprisonment for life. 16 accusés sont condamnés à la prison à vie. 2 reçoivent des peines un peu plus légères. Sentences you to death by hanging. Death by hanging. Death by 7 sont condamnés à mort par pendaison. 5 généraux, un civil, l'ancien Premier ministre Hirota et bien entendu le général Tojo. to death by hanging. C'est ainsi que s'achève l'interminable procès de Tokyo, sans tambour ni trompette. Presque en catimini, le tribunal se retire. Tout est fini. Des fuites laissent entendre que 5 juges ont rendu par écrit des avis divergents, mais rien ne transparaît officiellement. Les conclusions du juge Pal, représentant d'une Inde devenue indépendante, s'étalent sur 1235 pages et peuvent être résumées en une seule phrase. Quoi qu'aient fait les accusés, ils l'ont fait par patriotisme et pour renverser le statu quo colonial. Pour lui, c'est une justification suffisante. Son verdict, aucun des accusés n'est coupable, ni le Japon avec eux. Webb écrit que les débats ont beaucoup souffert de l'absence de l'empereur et de la prudente exclusion de toute référence à sa personne. Il est furieux qu'on ait accordé l'immunité au chef des criminels. Le juge français Henri Bernard l'approuve. On ne peut nier que le principal auteur des crimes du Japon a échappé à toute poursuite et que les accusés ne peuvent être considérés que comme des complices. Mais tous les professeurs de droit le savent, la beauté d'un avis divergent, c'est qu'il ne change pas les conclusions de la majorité. Le 23 décembre 1948, sur le coup de minuit, les 7 détenus de la prison de Sugamo sont pendus. Juste après l'exécution,
leurs corps sont chargés dans un camion de l'armée américaine et transférés au crématorium de Yokohama, où ils sont incinérés sur le champ. Le lendemain, veille de Noël, les autorités américaines annoncent l'amnistie de tous les suspects de crimes de guerre de classe A, toujours détenus à Sugamo. Ils sont libérés immédiatement. Une semaine plus tard, les troubles psychiatriques dont souffrait Shumai Okawa disparaissent miraculeusement. Il est déclaré mentalement sain et quitte tranquillement l'hôpital. Ensuite, le cours des événements prend une tournure nouvelle. Les Américains sont obsédés par la crainte que le Japon ne devienne communiste. Ils abandonnent peu à peu une partie des principes démocratiques qu'ils avaient cherché à imposer avec tant de passion quelques années plus tôt. Une féroce répression frappe d'abord les communistes, puis les syndicats. La liberté d'expression est de plus en plus limitée. Simultanément, les chefs d'accusation contre les dignitaires du régime sont abandonnés progressivement. En quelques années à peine, tous les criminels de classe A du procès de Tokyo sont graciés les uns après les autres. Pour la plupart des Japonais, c'est la preuve finale que ce procès n'était qu'une mascarade hypocrite. Malgré les protestations de la jeune génération, Washington se rapproche peu à peu de la vieille garde conservatrice. L'agitation atteint son comble avec le retour aux affaires d'un ancien membre du cabinet Tojo. Soupçonné de crimes de guerre, il a lui aussi passé plusieurs années à Sugamo. Il se nomme Nobusuke Kishi. Légalement, il n'a plus le droit d'exercer de fonctions officielles. Et pourtant, quelques années plus tard, adoubé par les Américains, il devient Premier ministre, comme si de rien n'était. En 1950, la guerre civile éclate en Corée. Un conflit où s'affrontent par procuration les États-Unis et l'URSS. Au Japon, la démilitarisation était promise pour durer éternellement. Mais le jour où les hostilités sont déclenchées, Washington prend la décision de réarmer le Japon. Dans le même temps, grâce aux milliards de dollars d'ordre d'achat destinés aux troupes américaines en Corée, l'économie japonaise renaît de ses cendres. Ce film est presque terminé, mais une question cruciale demeure. Pourquoi les États-Unis ont-ils déployé tant d'efforts pour sauver l'empereur ? Sur quoi étaient donc basées les prédictions et les craintes d'apocalypse, d'effondrement, de guerre civile décrites dans les câbles de MacArthur si le Japon perdait sa figure de proue ? Voici un extrait d'un rapport américain top secret daté de la mi-décembre 1945. Les Alliés appréhendent à l'excès la réaction des Japonais au cas où l'empereur serait destitué. Au pire, il y aura peut-être des manifestations, mais cela n'aura qu'un temps. La population se préoccupe davantage de nourriture et de logement que du sort de l'empereur. Les sondages d'opinion de l'époque le confirment. Ils montrent que seuls 16% des Japonais souhaitent alors maintenir le statut de leur dieu vivant. Autrement dit, la majorité d'entre eux semblaient prêts pour un changement. Mais les Américains, eux, ne l'étaient pas. Washington savait que l'empereur n'était pas ce modèle d'innocence dont elle avait créé l'image avec l'aide de la vieille garde. Le gouvernement américain savait également que ce Japon allait jouer un rôle essentiel après-guerre. L'empereur était un outil qui les aiderait sans trop d'efforts à transformer le Japon d'ancien ennemi en partenaire docile dans la guerre froide. De ce point de vue, l'avenir leur a donné raison. Mais il y a un prix à tout. La campagne qui a visé à exonérer Hirohito de toute responsabilité a joué un tour cruel au pays du soleil levant. Elle envoyait un message à des millions de Japonais qui pouvaient se dire « Si l'empereur lui-même est innocent, pourquoi nous, ces humbles sujets, devrions-nous examiner notre passé ?» Avec le temps, la mémoire des crimes de guerre et des atrocités commises s'est effacée. Pour certains, au Japon, il reste le souvenir d'une guerre noble, une guerre dans laquelle des héros se sont battus et sont morts pour la gloire de l'Empire et de l'empereur.